Imaginez un petit instant que vous soyez en train de rouler en pleine nuit en direction de votre nouveau logement étudiant dégoté à bas prix. En levant les yeux vers le ciel, les étages sont empilés les uns sur les autres, l'ambiance est assez particulière et dégage une aura que vous ne sauriez décrire. Le tout a l'air assez décrépit, mais ce n'est pas le moment d'hésiter ni même de reculer, alors vous décidez d'entrer. Ok, au premier abord, ça n'a pas l'air super accueillant, pas plus que ça n'a l'air entretenu. Différents tuyaux et canalisations jonchent les murs et le sol, et surtout, la seule source de lumière n'est pas celle de la lune aperçue quelques secondes plus tôt, mais bel et bien celle de cette sorte de néon que l'on peut apercevoir au loin. On avance au milieu de cette ruelle, enfin de ce couloir, au sein duquel les souris semblent avoir élu domicile. Quelques tags par-ci, quelques sacs poubelles qui traînent par là. En avançant, ce sentiment étrange qui avait commencé à vous habiter dès l'extérieur ne s'estompe pas. Alors encore une fois, si ce n'est l'aspect désordonné et mal entretenu du lieu, rien d'autre ne vient vous interpeller. Ok, on bifurque, parce que là, au cas où vous en auriez douté, on ne fait pas de l'urbex, mais on est bel et bien à la recherche de notre petit logement étudiant. Couloir à l'allure vacillante, escalier aux allures labyrinthiques, ce n'est pas ce qui va nous dissuader de rejoindre notre chambre étudiante située au 4e étage. Bon, un chien à bois, le tout a l'air d'être assez peu insonorisé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on devrait nous y faire. Ok, 2 chats qui aboient, avec un peu de chance, je ne les entendrai pas depuis ma piole. Tiens, un chien qui dort, en voilà un qui n'aboie pas. En revanche, il est à même le sol, à seulement quelques mètres de plusieurs sacs poubelles débordants. Une gravure sur la porte y indique Night Clan. En continuant notre ascension, les choses ne semblent pas s'améliorer, le sol et les murs sont toujours à moitié défoncés. On a toutefois le luxe, par endroits, d'avoir une source de lumière nous permettant de voir où mettre les pieds. Ah, nous y voilà enfin. Bon, la petite note nous indique que l'on va devoir faire le chemin inverse pour nous procurer la clé, alors on s'y colle. Tiens, en voilà un qui s'est réveillé. On manque par ailleurs de nous prendre la tête dans les nombreux câbles électriques liés au plafond, que pas grand chose ne semble retenir. Ah, on ressort et là, l'ambiance est meilleure, presque conviviale, mêlée à quelques oiseaux chantants. On arrive au petit magasin, ne reste plus qu'à s'emparer de la clé, ressortir et... Ok, allons donc retrouver les chiens qui aboient à l'intérieur. En remontant, on manque de nous faire percer le tympan par une canalisation qui implose à moitié, mais je pense que plus rien ne nous surprend désormais. En passant devant cet appartement, la télé y est toujours audible, et on s'offre même le luxe de prendre un raccourci, pas des plus rassurants, je vous l'accorde. Finalement équipé de la clé, on parvient à entrer, le logement ne semble pas être en meilleur état que les couloirs, et cerise sur le gâteau, le chien aboie presque plus fort encore. La lumière vacille et d'étranges papillons semblent tourner autour des sources de lumière dans une ambiance presque féerique. On finit par nous installer avant de tomber sur une étrange note. Je suis effrayé, je vais rentrer. La vieille femme est devenue folle, je n'ai plus vu l'extérieur depuis un moment. Puis de drôles d'incidents commencent à survenir, à commencer par un cadenas apposé sur la porte, puis une autre qui se referme brusquement sur notre passage, accompagnée d'une nouvelle note. Ne pense même pas à sortir la nuit. Bizarre, la femme avait pourtant affirmé qu'elle était sortie faire un tour. Une chose est désormais sûre, il faut trouver une issue. Apparemment pas cette pièce, à l'intérieur de laquelle se balancent des restes humains au bout de quelques crochets sur fond de lumière rouge. Bon, cette fois c'en est trop, emparons-nous de la clé, qui n'est pas celle du cadenas, mais bel et bien celle du balcon. Ok, maintenant je vous propose qu'on prenne un petit moment pour admirer la vue, enfin pour observer quelques instants plutôt, et je crois que je vais m'arrêter là et je vais à la place simplement vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue à Kowloon. Kowloon, il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler en surface, mais dans les détails comme on va le voir aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Pour se faire une meilleure idée de ce que Kowloon représente, j'ai pu dénicher une superbe map Minecraft, dont le travail a été réalisé par un architecte en personne. Voilà ce qu'est Kowloon. Et je pense que ça explique déjà relativement bien pourquoi le moindre aboiement ou claquement de porte résonnait sur 3 étages successifs. Kowloon City, autrement appelée City of Anarchy, la cité de l'anarchie, c'est pas moins de 500 buildings répartis sur un peu plus de 200 mètres de long pour environ 125 mètres de large. Comme on l'a vu, les principaux résidents étaient des personnes en difficulté financière et c'est pourquoi les prix y étaient abordables. 35 $. Ni au jour, ni à la semaine, mais bel et bien au mois. 35 $. Parmi les différentes échoppes, nombre d'entre elles étaient tenues par des dentistes et des docteurs, évidemment sans la moindre licence ni diplôme. Kowloon, c'est aussi une ville où l'on pouvait manger du chien ou encore des boulettes de poisson, le tout en quasi-absence totale de la moindre mesure sanitaire. À Kowloon, on doit toujours avoir son parapluie sur soi pour zigzaguer dans les différentes ruelles et couloirs, à cause de l'eau qui s'échappe constamment de la tuyauterie. Il s'agissait d'une ville sans aucun service municipal, pas de collecte de déchets, tout ce qui était vieux et usagé comme les télévisions ou les matelas,
draps ou autres objets volumineux finissaient entassés sur le toit. Toutefois, d'autres parties de ce dernier étaient utilisées notamment pour faire de l'exercice ou pour se ressourcer. Une des activités phares était à cet endroit la course de pigeons. Voilà, encore une fois, bienvenue à Kowloon. Pour comprendre un petit peu mieux comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu dans le temps. Enfin, un peu beaucoup dans le temps, et plus précisément au XVIIe siècle. En fait, à la base, Kowloon, c'est pas une ville, loin de là, mais plutôt une espèce de fort militaire installé par la dynastie Qing, dont les fonctions se restreignent aux suivantes. Surveiller le commerce du sel et protéger la côte, notamment contre les pirates. Le site est plutôt modeste, quelques bâtiments administratifs, ainsi que l'équivalent d'une caserne militaire. Et c'est au XIXe siècle, après la première guerre de l'opium plus précisément, que les choses sérieuses vont commencer. C'est en effet en 1842 que l'île de Hong Kong est cédée au Royaume-Uni, et c'est 18 ans plus tard, en 1860, que la péninsule de Kowloon passe également sous contrôle britannique. Et après 38 longues années, soit en 1898, un bail est officiellement signé, bail d'une durée de 99 ans, principalement axé sur les nouveaux territoires. Pour la faire courte, le tout inclut les îles autour de celles de Hong Kong et de Kowloon. Sauf que pour une raison ou pour une autre, le fort de Kowloon, dont on parle depuis le début, est complètement exclu du dit bail. Donc en gros, ça donne quelque chose comme une enclave chinoise en plein territoire britannique. Et comme on pourra s'en douter, ça sera le début de quelque chose d'assez flou, et même un peu trop flou, et ce juridiquement pour commencer. À partir de là, voilà comment ça se passe, la Chine est souveraine du lieu, sauf que tout autour, les Britanniques administrent logiquement le reste du territoire. Enfin ça, c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, personne ne veut réellement gérer cet endroit. L'autorité y est quasiment inexistante, au même titre que le plan d'urbanisme d'ailleurs, bien que la population à cet instant soit encore très faible. Mais c'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que les choses vont changer, notamment avec le début de la guerre civile chinoise en 1946 et la révolution communiste en 1949. C'est vrai que je cite pas mal de dates et d'événements, mais en gros le plus important à retenir c'est que ces derniers événements vont donner lieu à un afflux massif de réfugiés vers Hong Kong, et une bonne partie du dit afflux n'a d'autre choix que de s'installer au cœur de l'enclave. Et ça c'est en bonne partie grâce, ou plutôt à cause du fameux flou juridique dont on a parlé juste avant. Il n'existe en effet pas vraiment de loyer officiel, la liberté est quasi totale et le contrôle extrêmement peu présent. La population qui s'installe dès lors ne craint aucunement de se faire expulser. Et c'est donc à partir de ce moment que le nombre d'habitants commence à exploser. Dans les années 70, la population double presque, passant de 30 à 50 000 habitants, le tout sur une superficie de seulement 2,6 hectares. L'une des plus fortes densités de population humaine jamais enregistrées. Et pour bien comprendre ce que ça représente, on peut comparer ça à une capitale européenne comme Paris. Paris, c'est environ 2 millions d'habitants, ce qui équivaut à une densité de population de 20 000 au kilomètre carré. Pour la cité de Kowloon, comme on vient de le voir, c'est 50 000 habitants, répartis sur 2,6 hectares. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'équivalent en termes d'habitants au kilomètre carré. Et pour Kowloon, l'addition est salée, c'est un mauvais jeu de mots, puisque cette dernière atteint en 1987 l'incroyable densité de population de 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. Un chiffre assez vertigineux qui a de quoi faire tourner la tête. Kowloon, c'est le désordre, l'anarchie, aucun plan ni aucune architecture. En gros, Kowloon a commencé à se bâtir de cette manière, alors elle a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Enfin, je dis elle, mais c'est plutôt la misère humaine qui a grandement contribué, comme on a pu le voir, et comme on va encore le voir. Cela va sans dire, les bâtiments sont construits sans aucun architecte, et ce en empilant les étages toujours plus hauts, tous reliés entre eux. La cité a tout de même dû se limiter à 14 étages à cause de l'aéroport de Kai Tak, situé juste à côté. D'après certains témoignages, on pouvait même voir les passagers au travers de leur hublot depuis la cité. Et tout ça, ça mène à une cité, on pourrait presque dire une ville à part entière, dont quasiment aucune lumière ne filtre. Le tout est si dense et si épais que la lumière du soleil a du mal à s'y faufiler. Les couloirs évidemment ne dépassent pas le mètre de large, les escaliers, si on peut appeler ça des escaliers, sont complètement labyrinthiques. On y trouve de nombreux câbles électriques sans dessus-dessous, jonchant le sol et les murs. Et il en va de même pour la tuyauterie, dont le minimum d'organisation ne semble pas exister. Kowloon, c'est une cité qu'on a pris et qu'on a tenté de compresser vers le haut, et ce jusque dans ses derniers retranchements. Mais du coup, concrètement, ça se passe comment à l'intérieur pour les habitants? Et là encore, c'est assez contrasté parce que Kowloon a une réputation, disons, assez criminelle. Parce que même les triades elles-mêmes se sont mêlées à la citadelle, et ce majoritairement entre les années 50 et 60. Mais ce n'est que le début. En effet, de nombreux casinos clandestins et de maisons closes font aussi leur apparition, sans compter les nombreux salons de drogue qui ont également vu le jour. Toutefois, dans les années 70, la criminalité diminue fortement. On y trouvait notamment des petites usines alimentaires, des ateliers textiles, des cabinets de dentistes non licenciés comme on a pu le voir, qui ont fait pas mal parler d'eux à l'époque.
On y retrouve évidemment des écoles, des cliniques, des épiceries et même des temples. Un véritable écosystème urbain, en somme. Les habitants arrivent toutefois à redorer un tant soit peu le blason de la ville, notamment avec une solidarité, des organisations et des réseaux d'entraide qui portent leurs fruits. Malgré tout le positif qu'on a pu énumérer précédemment, les années passent. Hong Kong se modernise et les conditions sanitaires déplorables de la cité commencent à inquiéter. Et c'est en 1987 que la mythique citadelle de Kowloon prend fin, après l'annonce du gouvernement de la démolition de cette dernière. Les habitants sont indemnisés et relogés. Ce n'est qu'à partir de 1993 que la citadelle sera détruite pour de bon, laissant place à un parc public du nom de Kowloon Wild City Park. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais vous poser une petite question, et je voudrais que vous preniez un tant soit peu le temps d'y réfléchir. Est-ce que vous qualifieriez Kowloon d'anomalie, ou plutôt de prototype? Si la question peut vous paraître un petit peu floue, permettez-moi de la reformuler. Et si Kowloon n'était pas une simple aberration du passé, mais plutôt une préfiguration du futur? Parce que ce que Kowloon est devenu, ça n'a jamais été prévu. Elle s'est simplement développée sous la pression de divers éléments, parmi lesquels un manque de logement évident, une explosion démographique exponentielle et indéniable, et des inégalités économiques qui ne tendent qu'à se creuser un peu plus chaque jour, agrémenté d'un vide juridique qui ne fait qu'amplifier les causes précédemment énumérées. Sauf que ces facteurs, ils n'ont pas attendu que Kowloon pointe le bout de son nez pour se manifester. Ils n'ont pas non plus attendu d'ailleurs sa démolition pour disparaître. Tous ces facteurs, ce ne sont ni plus ni moins que les mêmes facteurs que l'on recense partout dans le monde dans les grandes métropoles. Du coup, on peut légitimement se demander si, à terme, toutes les métropoles sont censées être habillées du même masque que celui que Kowloon a jadis porté. La densité urbaine s'annonce-t-elle désormais plus comme un problème ou plutôt comme une solution? À l'heure actuelle, c'est pas moins de la moitié de l'humanité qui s'entasse dans des villes, excusez le terme. On peut en citer certains cas actuels comme Manille, la capitale des Philippines, peuplée d'un peu moins de 2 millions d'habitants pour une densité de population équivalente à presque 50 000 au kilomètre carré. Bien que ça soit plus de 2 fois plus que Paris, on est encore bien loin de celle de Kowloon. Enfin, ça, c'est pour l'instant. On peut aussi citer la ville de Mumbai, en Inde, dont le nombre d'habitants est 10 fois supérieur à celui de Manille, bien que sa densité de population lui soit équivalente. En 2011, on recense 12,5 millions d'habitants, soit quasiment 2 fois moins qu'à l'heure actuelle. Même s'il s'agit de la ville la plus peuplée d'Inde, on ne saurait imaginer à quoi elle ressemblera d'ici ne serait-ce que 10 ans. Mais tout ça, c'est une question de logique. Plus il y a de personnes dans une ville, et plus cette dernière doit s'agrandir. Alors, on a deux solutions. La première, c'est la densification verticale. On pousse les buildings et les immeubles vers le haut, parce qu'après tout, pourquoi pas? Pas besoin de payer de nouveaux terrains, et si l'extension se fait par les airs, un endroit qui semble représenter des contraintes bien moindres. Sauf dans le cas où vous êtes le laveur de vitres. Bon, ça c'est la première option. La deuxième, comme vous l'aurez deviné, c'est la densification horizontale. Plutôt que de grimper dans les airs, on étend la ville, et si on densifie plus horizontalement que verticalement, la densité de population ne peut que mathématiquement diminuer. Kowloon, pour rappel, c'était la densité maximale, un taux avoisinant les 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. La statistique est affolante et fait tourner la tête, à vrai dire. Je serais curieux de savoir comment on vivait là-bas, même si au plus profond de moi, je serais sûrement plus terrifié qu'autre chose à cette idée. Mais paradoxalement, plus une ville est compacte et compressée, tant horizontalement que verticalement, plus son empreinte au sol s'affaiblit, au même titre que son étalement urbain. En d'autres termes, on pourrait qualifier une ville compacte comme étant une simple utilisation optimisée de l'espace. Bon, comme ça laisse rêveur, mais dans les faits, est-ce que c'est si beau que ça en a l'air? Pour la faire courte, soit vous décidez de compacter votre ville, enfin si vous en avez une, moi c'est pas mon cas, au détriment d'une liberté spatiale, soit vous décidez de l'étaler, le fameux étalement horizontal. Mais celui-ci ne se fait pas à n'importe quel prix. Pour créer de nouveaux pavillons, il faut raser ce qui se trouvait à cet emplacement auparavant. Une maison, un champ de culture, une ferme ou encore une forêt. Et c'est là qu'on entre dans un autre débat. À l'heure actuelle, l'étalement urbain, conséquence d'une demande de logement toujours plus élevée, est une des causes non négligeables de déforestation, d'artificialisation des sols et, de surcroît, d'une fragmentation des écosystèmes. Encore une fois, ironiquement, ce que la ville détruit aujourd'hui pour s'étendre, c'est ce dont elle aura besoin demain pour subsister. Lorsque la ville favorise l'espace au lieu de la densité, c'est au détriment, entre autres, des terres agricoles et des forêts. D'après des estimations internationales, c'est entre 1 et 3 millions d'hectares de terres agricoles qui seraient perdus chaque année avec pour seule cause l'urbanisation. Entre 1992 et 2015, c'est environ 35 millions d'hectares de forêts qui sont partis en fumée avec pour seule cause l'urbanisation directe ou indirecte. On parle d'1 million d'hectares par an sur cette période. Rien qu'en France par exemple, des années 80 à 2020, c'est environ 65 000 hectares qui se sont évaporés chaque année en moyenne à la faveur de divers bâtiments, routes et zones commerciales. Kowloon, malgré le chaos qui avait pu régner en son sein, avait une empreinte écologique étonnamment faible par habitant. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Kowloon était-elle plus durable
que nos banlieues actuelles. Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Aujourd'hui, le logement au niveau mondial est en crise. Des loyers de plus en plus inaccessibles, la cause est en partie incourbée à la spéculation immobilière faisant monter les prix en flèche, excluant au passage une partie largement non négligeable des habitants aux revenus modestes. Au sommet de tout ça, on a donc droit à de nombreux appartements vacants dont le seul but est de croupir en attendant la montée des prix, d'attendre sa valorisation financière en d'autres termes. Donc même si on a des logements libres, on fait de l'étalement urbain. Le centre devient alors trop cher pour les budgets modestes. On construit donc en périphérie et pour ça il faut effacer des terres agricoles, des forêts et j'en passe. Et pour faire face à tout ça, pas d'autre choix que de s'adapter. Lorsqu'on veut se loger sans froisser son budget, on prend un appartement plus petit, souvent trop petit, ou alors on fait une colocation, pas par choix mais par dépit. On pourrait prendre l'exemple de Hong Kong où la crise du logement reste l'une des plus sévères au monde. Hong Kong c'est un territoire très densément peuplé de 7,5 millions d'habitants. Les offres de logement y sont très rares, faisant monter en flèche les prix comme on peut s'en douter. Hong Kong se classe comme étant l'une des villes les moins abordables du monde, les appartements qui y figurent sont parmi les plus chers mondialement au kilomètre carré. Beaucoup vivent comme on a pu le voir dans des micro-appartements ou même des cage homes, des maisons cages traduit littéralement, qui portent aussi le charmant surnom de maison cercueil. Pour vous faire rêver, ça s'étend sur quelques mètres carrés, souvent constitués de lits superposés, parce que oui, quitte à empiler les bâtiments, autant le faire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parfois ça prend plus la forme de cages métalliques grillagées, d'où leur nom, empilées dans des appartements surpeuplés. Bon, je crois qu'on en a assez vu, je vais m'arrêter là. Et pour revenir à Kowloon, ces dernières offraient ironiquement des prix très bas, et pour cause, elles n'étaient pas régies par le marché immobilier. Elles répondaient, comme on l'a vu, à la demande de l'instant, une ville informelle qui s'est structurée sur le tas et qui n'a rien attendu de personne. Grossièrement, une réponse spontanée au manque d'accessibilité. Encore une fois, les logements actuels, comme les micro-appartements ou les fameuses home cages, rappellent qu'en plus de compresser extérieurement, on le fait également intérieurement. Kowloon, comme on a pu le voir, peut être qualifié de ville informelle. Aujourd'hui, nombreux sont ces endroits qui cochent ces critères d'autoconstruction, ou encore d'urbanisme écologique. Dit comme ça fait joli, mais la réalité ne l'est pas tant. Parmi ces endroits dits non planifiés, on en retrouve par exemple des quartiers entiers, comme les célèbres favelas de Rio de Janeiro, ou encore les bidonvilles situés en périphérie de Nairobi. Des quartiers qui bien souvent affichent la misère humaine, comme ça a pu l'être en partie à Kowloon. Malgré tout, ces endroits abritent des réseaux économiques comprenant des structures socialement fortes. Comme on a pu le constater à Kowloon, le lien social était bien souvent plus resserré qu'autre chose. Dans tous les cas, cela représente simplement les adaptations économiques auxquelles les humains doivent faire face. Et Kowloon n'était qu'un genre de petit laboratoire dont on a poussé ces dynamiques à l'extrême. Kowloon nous demande aussi insidieusement jusqu'où l'humain peut s'adapter face à la compression de son espace vital. À l'époque actuelle, où l'on est habitué à travailler dans un 9 mètres carrés, dans une ville où la densification se ressent de plus en plus, l'isolement social tend paradoxalement à s'accroître. Et c'est pas grave, puisqu'on a de quoi nous surstimuler, et ce de manière permanente. Ici, la ville moderne tend à se moderniser plus encore, devenant une version plus propre et plus lisse d'elle-même. Mais malgré tout et au fil des années, ces villes ne se sont que rarement plus humanisées, et c'est même bien le contraire. Aujourd'hui, les villes que l'on définit comme étant celles du futur, les villes intelligentes comme on les appelle, sont centralisées sur la surveillance permanente, la planification algorithmique, une optimisation des plus totales de l'espace et même du temps. Alors que Kowloon se trouvait juste là, riant au nez du reste du monde de par son absolue absence de contrôle, une adaptation qui devait se faire en permanence et ce en fonction du besoin de chacun et du groupe, une organisation organique comme on pourrait l'appeler, un petit peu comme une fourmilière. Et le constat est assez frappant, surtout parce que le choix nous est laissé pour demain. Machine optimisée dont l'étalement inexorable grignotera insatiablement les dernières parcelles de verdure, creusant au passage les inégalités sociales et économiques, nous repoussant chacun à nous retrancher dans nos home cages et nos lits superposés. Ou alors jouer aux fourmis de manière presque organique. On arrive et on détermine quel est le besoin du groupe en essayant de satisfaire tout le monde le plus possible. Aucun plan, aucune structure, aucun architecte. Juste l'instant présent, celui qui détermine le besoin dont le but est d'être comblé là, dans la minute. En fait, Kowloon n'a pas vraiment disparu, mais a plutôt changé de forme. Des bâtiments toujours plus hauts, une optimisation des terrains toujours plus poussée à l'extrême, une mixité des usages qui ne tend qu'à s'accroître au fil des années, et tout ça pour une population qui croît souvent bien plus vite que la ville ne s'étend, une densité urbaine qui de surcroît ne semble jamais être revue à la baisse, ou du moins pas pour les bonnes raisons, parce que si elle diminue quelque part c'est bien souvent parce qu'elle augmente ailleurs. Une pression foncière qui se ressent de plus en plus tant la demande de logement s'élève et pour cause. Une croissance démographique incessante, une attractivité économique toujours plus prononcée, l'apparition de spéculation immobilière et de politiques d'urbanisme restrictives. En découle alors
alors une hausse des prix du logement, une densification et un étalement urbain que l'on n'a que trop bien mis en exergue plus tôt dans la vidéo, et en outre, une disparition des terres agricoles et des forêts, des conflits d'usage naissants. Tout ça pour comprendre que les choses évoluent à une vitesse folle, la population grandit inexorablement et ses besoins en espace et en énergie ne peuvent qu'augmenter avec le temps, alors que de l'autre côté du miroir, les villes qui s'étendent ne font que repousser l'échéance, aspirant et contorsionnant les sols déjà un peu trop sollicités. Alors oui, l'humain à terme est voué à une croissance infinie, dans un monde qui, lui, n'a absolument rien d'infini. La question qu'il faut se poser désormais est la suivante: l'homme arrivera-t-il à comprendre à temps que chaque mètre de ville gagné est en réalité un mètre d'espace perdu pour la nature et surtout pour lui-même? Peut-être que la véritable grandeur ne se mesure pas en superficie de béton, mais bel et bien en étendue préservée. Kowloon n'était peut-être qu'un modeste accident suite à l'enchaînement de malheureux événements, mais s'il y a quelque chose de sûr, c'est que nos villes actuelles, elles, sont bel et bien un choix.